C'est dans la chambre de ma belle-sœur, sous son masque d'épouse parfaite, que j'ai découvert les pilules contraceptives, le jour même de la messe anniversaire de ma belle-mère. Sans hésiter, je les ai secrètement remplacées par un autre médicament. Cette nuit-là, le cri déchirant de mon beau-père a brisé le silence, révélant au monde l'ignoble secret qu'ils avaient si désespérément caché. Que s'était-il donc passé? Et comment une simple boîte de pilules a-t-elle pu, en une seule nuit, anéantir une famille si respectable? C'était le 3e anniversaire de la mort de ma belle-mère. La grande demeure familiale de 3 étages, située en Île-de-France, était plongée dans une atmosphère à la fois solennelle et étouffante. Un mélange d'odeurs d'encens de l'église et d'arômes, s'échappant de la cuisine, s'infiltrait dans chaque recoin de la maison, rendant l'air, déjà lourd, encore plus oppressant. En tant que seconde belle-fille, j'étais debout depuis 4 heures du matin pour tout préparer. Plus d'une douzaine de plats traditionnels pour le repas de famille, une seule meunière parfaitement dorée, des canapés variés préparés avec soin, des brochettes de viande et de légumes exigeant une grande minutie. Tout devait passer par mes mains. Mes bras me faisaient un mal de chien, mon dos était endolori, et mon simple chemisier était trempé de sueur, mais je n'osais pas me plaindre. Je connaissais parfaitement ma place dans cette maison. Marié à mon mari, Julien, depuis 6 ans, j'avais donné naissance à 2 filles pour la famille Dubois. Mes enfants étaient belles et douces, mais aux yeux de ma belle famille, elles n'étaient que des filles, destinées à quitter un jour le foyer. Ce que cette famille désirait ardemment, ce que mon beau-père, le président Dubois, répétait à chaque repas, c'était un héritier mâle pour perpétuer la lignée. Et parce que je n'avais eu que des filles, toutes les fautes et les lacunes de cette famille me retombaient dessus. Mon silence était perçu comme de la soumission, mon dévouement comme un dû. L'existence de mes filles et la mienne semblait n'être qu'un rappel constant de leur déception. À l'opposé de moi, ma belle-sœur aînée, Élodie, était l'objet de toutes les attentions. Mariée à Antoine, le frère de mon mari, 1 an avant moi, elle n'avait pas encore d'enfant. Malgré cela, toute la famille la chérissait comme un trésor. Tout le monde disait que sa constitution fragile rendait la grossesse difficile et qu'Antoine, le fils aîné, devait redoubler d'efforts. Mon beau-père lui procurait chaque mois des fortifiants hors de prix, de la gelée royale aux compléments les plus rares, et les lui préparait lui-même, priant pour qu'elle tombe enceinte au plus vite. Élodie ne levait pas le petit doigt pour les tâches ménagères. Même en ce jour de commémoration si important, pendant que je m'affairais en cuisine, elle restait assise sur le canapé du salon, s'éventant et fronçant les sourcils de temps à autre, en se plaignant de sa fatigue. Mon mari, Julien, a immédiatement accouru en la voyant. « Élodie, vous ne vous sentez pas bien? Voulez-vous que je demande à Camille de vous préparer une tisane ?» Camille, c'est mon prénom. Dans cette maison, j'avais souvent l'impression de ne pas avoir de nom. Je n'étais qu'un rôle, un outil. En entendant mon mari m'appeler, mon cœur se serra et ma gorge se noua. Il était mon mari, le père de mes enfants, mais devant sa famille, il me rabaissait toujours pour leur plaire. Je préparais en silence une tisane chaude et la montais prudemment à l'étage. Élodie, la tête posée sur l'épaule de son mari Antoine, affichait un air fatigué, mais ses yeux brillaient d'une étrange lueur de suffisance. En me voyant, elle plissa légèrement le nez. « Oh, Camille, tu viens de la cuisine, n'est-ce pas? Ça sent terriblement le graillon. J'ai la nausée. » Tout à coup, je suis resté figé sur place. Les mains tenant la tasse de tisane tremblaient comme des feuilles. J'avais beau m'être soigneusement lavé avant de monter, je ne pouvais échapper à un tel mépris. Mon beau-père, assis dans son fauteuil, se racla la gorge et lança une phrase glaciale, incapable de donner un héritier et bonne qu'à importuner les autres. Quelle inutilité! Chaque mot était comme un poignard planté dans mon cœur. Je me mordis la lèvre jusqu'à sentir le goût du sang pour retenir mes larmes. Sans oser regarder personne, je posai la tasse sur la table et murmurai d'une voix à peine audible. « Je suis désolé. » Je retourne tout de suite en cuisine. Alors que je tournais le dos, j'entendis la voix mielleuse d'Élodie. « Père, ne soyez pas si dur. Camille ne l'a sûrement pas fait exprès. C'est moi qui suis trop sensible. » Cette voix hypocrite me donna envie de vomir. Je me précipitai vers la cuisine, fermai la porte brutalement et m'adossai au mur, le souffle court. Je n'en pouvais plus. Pendant si longues années, j'avais vécu comme une ombre dans cette maison, portant le fardeau de ne pas avoir donné de fils. Et pendant ce temps, la véritable responsable, celle qui aurait dû subir la plus grande pression,
se prélasser, jouissant de tous les privilèges. Je m'étais dit que c'était peu, être mon destin, que le rôle d'une belle fille était de tout endurer. Mais aujourd'hui, ma patience avait atteint sa limite. C'est à ce moment-là que mon mari est descendu. Il me regarda avec des yeux désolés et dit « Camille, ne prends pas à cœur les paroles de mon père. Il est juste obsédé par l'idée d'avoir un petit-fils. Et essaie de comprendre Élodie. Elle est très stressée, tu sais. » Je levai la tête pour le regarder. Un ricanement m'échappa. Stressé? Être choyé par toute la famille, gavé de tous les remèdes possibles et imaginables, c'est ça, le stress? Et moi, alors, as-tu pensé une seule fois à mon stress? Julien évita mon regard. Arrête avec ça, c'est du passé. Élodie a mal à la tête. Pourrais-tu aller chercher le foulard en soie mauve dans le tiroir de sa table de chevet? Je dois aller chercher les aînés de la famille de ma mère. Il partit précipitamment, comme s'il ne supportait pas de passer une seconde de plus avec moi. Debout dans la cuisine, je sentis mon cœur se glacer. Même mon mari considérait comme normal que je sois au service de sa belle-sœur. Poussant un profond soupir et réprimant mes émotions confuses, je me dirigeai vers la chambre d'Élodie et Antoine. 2 fois plus grande que la nôtre, la pièce était somptueusement décorée avec des meubles de prix. Une odeur mêlée de plantes médicinales et de parfums de luxe flottait dans l'air. J'ouvris délicatement le tiroir de la table de chevet. Le foulard en soie mauve était soigneusement plié sur le dessus. En le prenant, mon coude heurta une petite trousse de maquillage posée à côté. Elle tomba par terre, répandant son contenu. Un rouge à lèvres, un poudrier et une plaquette de pilules blanches. Je me penchai pour les ramasser, et à cet instant, mon monde s'écroula. C'était une plaquette de pilules contraceptives à prendre quotidiennement. 28 comprimés. Plus de la moitié avait déjà été prise. La plaquette à la main, je tremblais de tout mon corps. Ce n'était pas de la peur, c'était une rage incontrôlable qui montait en moi. Alors c'était ça. Son air pitoyable de femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, ses plaintes constantes de fatigue, toute cette pression, tout cela n'était qu'une comédie parfaitement orchestrée. Élodie ne voulait pas d'enfant. Depuis des années, elle trompait toute la famille et faisait de moi la coupable à sa place. Tout le mépris, toutes les accusations, tous les traitements injustes que j'avais subis, tout découlait de l'égoïsme et du mensonge de cette femme. Je serrai la plaquette si fort que les jointures de mes doigts devinrent blanches. Une idée audacieuse et dangereuse me traversa l'esprit. Je n'allais pas révéler la vérité tout de suite. Ce serait une fin trop facile. J'allais lui faire payer pour tout ce qu'elle m'avait fait subir, d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Soudain, je me souvins d'un flacon que mon mari gardait dans son tiroir, un cadeau d'un ami, un aphrodisiaque, soi-disant pour hommes et femmes, à utiliser en cas de besoin. Julien n'y avait jamais touché. Je remis doucement la plaquette de pilules dans la trousse, posai le foulard sur le lit et sortis de la chambre. Mon cœur battait à tout rompre, tandis que je me dirigeais vers ma chambre. Cette mascarade, c'était à mon tour d'en tirer le rideau. Si cette histoire vous parle et que vous êtes curieux de connaître la suite, cliquez sur j'aime pour soutenir les femmes qui se lèvent pour leur honneur. Partagez vos propres histoires ou pensées en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les rebondissements les plus excitants à venir. Quand la vérité éclatera, qui devra baisser la tête? De retour dans ma chambre, je fermai la porte à clé. Mon cœur battait toujours la chamade dans ma poitrine. La plaquette de pilules d'Élodie était froide dans ma main, mais elle contenait en même temps une chaleur capable de tout consumer. Ce n'était plus un simple médicament, c'était la preuve de mes 6 années d'injustice, l'incarnation de toutes les humiliations subies et des nuits passées à pleurer. J'avais souvent maudit le ciel, lui reprochant son injustice, me demandant pourquoi il m'avait donné une telle belle famille et un mari si lâche. Mais être que le ciel n'était pas injuste, être m'avait-il donné une chance de rétablir la justice moi-même. Et cette chance, c'était maintenant. J'ouvris prudemment le tiroir de Julien. Sous quelques vieilles chemises se trouvait un petit flacon en verre brun, sans étiquette. C'était mon arme secrète. L'ami de Julien, ivre, lui avait glissé en affirmant que c'était un produit d'importation directe à l'effet immédiat. Mon mari, prudent et orgueilleux, n'avait jamais osé l'utiliser. Il m'avait même dit un jour, si on prend un truc comme ça, on peut avoir de gros problèmes. Mais c'est précisément cette chose qui pouvait mal tourner, qui était devenue aujourd'hui mon atout maître.
À l'aide d'une petite pince à épiler, je retirais délicatement chaque pilule contraceptive de la plaquette. Mes mains tremblaient, non de peur, mais d'un mélange de colère et d'exaltation. Chaque pilule que j'enlevais ravivait un souvenir d'injustice. La première pilule, c'était à la naissance de ma première fille. Ma belle-mère, encore en vie à l'époque, avait jeté un coup d'œil à sa petite fille et soupiré. Encore une fille. Une bouche de plus à nourrir, qui partira un jour. La deuxième pilule, c'était quand Élodie avait acheté un sac de luxe et que mon beau-père l'avait couverte de compliments, disant qu'elle avait bon goût et rehaussait le standing de la famille. En revanche, quand j'avais porté une nouvelle robe achetée au marché, il avait fait la moue. Le bon marché coûte cher, c'est vraiment rustique. La troisième, la quatrième, la cinquième pilule. C'étaient les innombrables dîners que j'avais dû prendre seul en cuisine, les sarcasmes que j'avais entendus jusqu'à la nausée, les regards méprisants de toute la famille. Ils m'avaient transformé en coupable, simplement parce que je n'avais pas eu de fils. Pendant ce temps, la vraie coupable jouait la belle-fille dévouée à l'étage, feignant de désirer un enfant plus que tout. Après avoir retiré toutes les pilules restantes, je grattais un peu de poudre du médicament de mon mari avec un petit cutter. Je n'en utilisais pas beaucoup, juste une très petite quantité, suffisante pour provoquer quelques effets indésirables. Je remplis délicatement les alvéoles vides de la plaquette avec cette poudre et refermai le tout avec une fine feuille d'aluminium, en m'assurant que tout paraisse aussi normal que possible. Une fois ma préparation terminée, je remis la plaquette de pilules trafiquée dans la trousse de maquillage d'Élodie et replaçai tout à sa place. Pas la moindre trace. J'avais accompli tout cela dans un silence de mort, retenant même ma respiration. J'avais l'impression de marcher sur un fil. La moindre erreur pouvait me faire chuter, mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ce sont eux qui m'avaient poussé dans cette impasse. Ils ne devraient pas se plaindre de la cruauté dont je faisais preuve. Je pris le foulard en soie, montai au salon, et le tendis à Élodie. Elle le prit d'une voix toujours aussi faible. « Merci, Camille. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Pas comme moi, qui ne sers à rien dans cette famille. » Je me contentai d'un léger sourire. Personne ne pouvait deviner ce qui se cachait derrière. « Ne dites pas ça, Élodie. Reposez-vous bien. Je m'occupe du reste. » Le reste de l'après-midi, je continuais de jouer mon rôle de seconde belle-fille consciencieuse. Je débarrassai la table de cérémonie, fis une montagne de vaisselle et fis briller la maison. Personne dans ma belle famille ne me demanda si j'étais fatigué. Personne ne m'aida. Ils considéraient cela comme ma responsabilité, une évidence. Même mon mari, après avoir accompagné les aînés, se contenta de regarder la télévision dans le salon, jetant de temps en temps un coup d'œil vers la cuisine pour voir si j'avais fini. Le dîner commença, comme toujours, dans une atmosphère pesante. Mon beau-père recommença sa rengaine sur l'héritier. La famille Dubois a perpétué sa lignée par le fils aîné depuis 3 générations, et voilà que ça risque de s'arrêter avec Antoine et Julien. Comment pourrais-je fermer les yeux en paix? Il me regarda avec un air de reproche non dissimulé. Je fis semblant de ne pas entendre et me concentrai sur mon assiette. Élodie, elle, jouait son rôle de bru parfaite à merveille. Elle servait mon beau-père et répétait « Ne vous inquiétez pas, père, nous faisons vraiment de notre mieux. Le destin n'a pas encore voulu nous sourire, je suppose. » En assistant à cette comédie, je faillis éclater de rire. Des efforts? Oui, des efforts pour prendre sa pilule chaque jour, sans doute. Cette nuit-là, après avoir tout rangé, je suis monté dans ma chambre. Mes 2 filles dormaient déjà profondément. En regardant leur visage innocent, un pincement au cœur me prit. C'était pour elles, pour ces enfants, que je devais être plus forte. Je ne pouvais pas les laisser grandir dans un environnement où leur mère était méprisée et piétinée. Je ne pouvais pas les laisser vivre complexées simplement parce qu'elles étaient des filles. Je remontai leur couverture et m'assis près de la fenêtre, contemplant la cour sombre. Le vent nocturne apportait une brise fraîche. Je savais qu'une tempête était sur le point de s'abattre sur cette maison. Je ne savais pas quelles en seraient les conséquences, ni ce que j'allais devoir affronter, mais je n'avais aucun regret. Ce que j'avais semé n'était pas un simple médicament, c'était l'étincelle qui allait consumer tous les mensonges. Et ironiquement, la première personne à avoir allumé cette mèche était mon propre mari. Mon plan allait-il se dérouler comme prévu, ou un imprévu allait-il survenir? La comédie hypocrite d'Élodie serait-elle enfin démasquée? Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi.
À côté de moi, le ronflement régulier de mon mari résonnait, mais mon esprit était d'une clarté anormale. J'étais à l'écoute de chaque bruit de la maison. Le sifflement du vent à travers les fentes des fenêtres, le cliquetis d'un lézard sur le mur, le tic-tac régulier de la vieille horloge du salon. Tous ces sons, habituellement familiers, me semblaient sinistres, comme s'ils annonçaient un événement imminent. Je suis resté ainsi, les yeux ouverts, fixant le plafond sombre. Vers l'aube, alors que les premiers rayons du jour commençaient à filtrer, j'ai fini par sombrer dans un sommeil léger, vaincu par l'épuisement. Le lendemain matin, tout semblait se dérouler comme d'habitude. J'étais encore la première levée, préparant le petit déjeuner pour toute la famille. Mon beau-père était assis à table, lisant le journal d'un air grave, et mon mari a avalé quelques bouchées à la hâte avant de partir travailler. La seule chose étrange, c'était Élodie. Elle est descendue pour le petit déjeuner avec un visage radieux, ce qui ne lui ressemblait pas. Vêtue d'une robe en soie rose et légèrement maquillée, elle arborait un léger sourire permanent. Toute trace de fatigue et d'épuisement avait disparu. Elle m'a même salué d'un ton enjoué. « Bonjour Camille, qu'as-tu préparé ce matin pour que ça sente si bon ?» Un peu surprise, je lui ai répondu poliment. « J'ai fait un bœuf bourguignon. J'espère que ça vous plaira, Élodie. » Elle s'est assise et a mangé avec appétit, se servant même une deuxième fois de la purée qu'elle ne touchait jamais d'habitude, la trouvant trop grasse. Mon beau-père, en voyant cela, semblait ravi. Il la regarda avec des yeux pleins d'espoir et dit « Élodie, tu as très bonne mine aujourd'hui. Les fortifiants que je t'ai achetés font-ils leur effet ?» Élodie sourit, jeta un coup d'œil à son mari, Antoine, et répondit « Oui, père, ça doit jouer. Mais je pense que le plus important, c'est d'avoir l'esprit tranquille. Et ces derniers temps, mon mari et moi, nous entendons encore mieux. » En disant cela, son visage rougit soudainement. Antoine, assis à côté d'elle, parut un peu gêné. Il se racla la gorge et se hâta de servir sa femme. En observant cette scène, je sentis une étrange émotion monter en moi. Il semblait que le fortifiant que je lui avais donné commençait à faire effet. Je dus me retenir de rire et baisser la tête pour manger en silence. Mon esprit était un chaos d'inquiétude, de jubilation et de curiosité quant à la suite des événements. Je savais que je jouais un jeu dangereux, un pari qui engageait non seulement ma propre sécurité, mais aussi l'avenir de mes enfants. Après le petit déjeuner, Élodie m'a pris le bras et m'a murmuré « Camille, tu as vraiment beaucoup travaillé hier pour la commémoration. Je n'ai rien pu faire pour t'aider à cause de ma santé. Pour me faire pardonner, ça, te dirais qu'on aille faire du shopping cet après-midi? Je t'offrirai quelque chose pour te remercier. » J'étais stupéfaite. En 6 ans de mariage, c'était la première fois qu'Élodie m'invitait à sortir. Jusqu'à présent, elle m'avait toujours traité comme si j'étais invisible ou ne m'avait adressé la parole que sur un ton autoritaire. Ce changement soudain me rendit méfiante. Était-ce un autre piège qu'elle me tendait? Ou était-elle vraiment de bonne humeur aujourd'hui? J'ai hésité un instant, puis j'ai hoché la tête. Je voulais découvrir ce qu'elle avait derrière la tête. Cet après-midi-là, Élodie m'a emmené dans le grand magasin le plus luxueux de Paris. Elle m'a entraîné de boutique en boutique, faisant ses achats sans la moindre hésitation. Elle s'est acheté plusieurs robes de créateurs, des escarpins hors de prix et un coffret de cosmétiques de luxe. Puis, elle s'est tournée vers moi et a dit d'un ton généreux « Camille, choisis ce qui te plaît. C'est moi qui régale aujourd'hui. » Un peu surprise, je n'ai choisi qu'un simple chemisier. Je ne voulais rien recevoir de cette femme. Pendant que j'essayais le vêtement, Élodie, assise sur une chaise, échangeait des SMS avec quelqu'un, souriant sans cesse. Son expression à ce moment-là était vraiment étrange. C'était un mélange de la timidité d'une adolescente fraîchement amoureuse et d'une assurance satisfaite. En la regardant, le doute commença à germer en moi. Quelque chose n'allait pas. Le changement d'Élodie était trop soudain. Elle ressemblait moins à une femme qui essayait d'avoir un enfant qu'à une personne profondément engagée dans une relation secrète. Je me suis soudain souvenu des fois où elle s'isolait dans sa chambre pour téléphoner en cachette, des fois où elle prétextait voir une amie pour rentrer tard avec une expression inhabituelle. Avant, je pensais simplement qu'elle avait un caractère particulier. Mais maintenant, en reliant tous les points, je me disais que le secret d'Élodie ne se limitait peu, être pas à des pilules contraceptives. Perdu dans mes pensées, j'ai surpris une conversation entre 2 vendeuses à proximité. Elles chuchotaient en jetant des coups d'œil vers Élodie.
Dis, la femme en robe rose. Là, elle ne te dit rien? Ce n'est pas la femme de monsieur Antoine Dubois, le directeur commercial de la société X? Ah si, je crois que c'est elle. Ces temps-ci, on la voit souvent avec un type plus âgé, un peu bedonnant, un gros partenaire de l'entreprise. Paraît-il, ils avaient l'air très proches. Je me demande ce qu'il y a entre eux. Ce ne sont pas nos affaires. Mais quelle vie de rêve, adorée par son mari et par un autre homme. Leurs mots ont résonné dans mes oreilles comme un coup de tonnerre. Dans la cabine d'essayage, je suis resté figé, le sang glacé dans mes veines. Monsieur Antoine Dubois. C'était le nom du mari d'Élodie, un homme plus âgé et bedonnant, un gros client de l'entreprise. Se pouvait-il qu'Élodie non seulement trompait sa belle famille, mais qu'elle avait aussi une liaison, un secret par-dessus un autre secret, une vérité encore plus terrible sous la vérité. La tête me tournait. Élodie, que je croyais simplement égoïste et hypocrite, était en fait bien plus redoutable. Ce n'était pas un simple renard, c'était une vipère déguisée en doux lapin. Je suis sorti de la cabine d'essayage en essayant de garder un visage aussi serein que possible. En regardant Élodie, toujours absorbée par son téléphone, mon plan de vengeance a commencé à prendre une nouvelle direction, une direction beaucoup plus cruelle et imprévisible que je ne l'avais imaginée. L'aphrodisiaque que j'avais substitué ne servirait probablement pas seulement à révéler le mensonge d'Élodie sur son désir d'enfant. Il pourrait bien devenir le détonateur d'une bombe beaucoup plus grosse. Une bombe capable de détruire non seulement Élodie, mais aussi l'honneur factice de cette famille. Mon soupçon était-il fondé? Si oui, qui était le partenaire secret d'Élodie, et quel rôle jouait-il dans cette pièce de théâtre? Le shopping s'est terminé dans une atmosphère gênante. J'ai fait comme si de rien n'était, mais les paroles des deux vendeuses résonnaient sans cesse dans ma tête. Élodie n'a pas semblé remarquer mon étrange comportement. Ou peut-être était-elle trop absorbée par son propre bonheur pour se soucier d'autre chose. Sur le chemin du retour, elle n'a cessé de se vanter de ses nouveaux achats et de l'amour que lui portait son mari, Antoine. Je me suis contenté d'écouter en silence. Chaque mot qu'elle prononçait ne faisait qu'accroître le mépris que je ressentais. Comment une femme qui trompait son mari pouvait-elle parler de son amour avec autant de désinvolture? C'était à peine croyable. Dès notre arrivée à la maison, j'ai prétexté la fatigue pour monter directement dans ma chambre. J'avais besoin d'un endroit calme pour mettre de l'ordre dans mes pensées. Assis sur mon lit, regardant par la fenêtre, j'ai commencé à assembler les pièces du puzzle. Les pilules contraceptives, le changement soudain d'attitude d'Élodie et la conversation des deux vendeuses, tout pointait dans la même direction. Élodie avait une relation extra-conjugale, mais qui était son amant? Et comment avait-elle l'audace de faire une chose pareille au nez et à la barbe de sa belle famille, dans une maison où l'honneur et la réputation comptaient plus que tout? J'ai commencé à passer en revue les hommes qui avaient gravité autour d'Élodie. Elle ne sortait pas beaucoup et n'avait pas beaucoup d'amis. Ses relations se limitaient principalement aux collègues de son mari, Antoine, et aux partenaires commerciaux de la famille. Un gros client de l'entreprise, plus âgé et bedonnant. Cette description a fait surgir l'image d'un homme dans mon esprit, Monsieur Bernard, le partenaire de longue date de mon beau-père. La cinquantaine bien entamée, corpule, il était toujours impeccablement vêtu. Il venait souvent chez nous pour dîner et discuter affaires avec mon beau-père et Antoine. À chaque visite, il apportait des cadeaux coûteux et ne manquait jamais de complimenter Élodie. Notre chère Élodie est si belle et si intelligente. Pas étonnant que notre Antoine soit fou d'elle. Monsieur Dubois, vous avez une chance inouïe d'avoir une telle belle fille. Avant, je pensais que c'était de simple politesse. Mais en y repensant, quelque chose clochait. Le regard de Monsieur Bernard sur Élodie n'était pas celui d'un aîné pour une belle fille. Il y avait quelque chose de cupide, de possessif. Et Élodie, en recevant ses compliments, feignait la timidité mais ne pouvait cacher la suffisance dans ses yeux. Une fois, j'avais même vu par hasard Monsieur Bernard lui glisser une petite boîte dans la main. Élodie l'avait rapidement cachée dans son sac à main. À l'époque, j'avais pensé que c'était un simple cadeau de courtoisie, mais je n'en étais plus si sûr. Si son amant était vraiment Monsieur Bernard, tout devenait beaucoup plus compliqué. Il n'était pas un simple partenaire commercial, mais aussi un ami proche de mon beau-père. Leur relation d'affaires était liée à des contrats majeurs pour l'entreprise familiale. Si cette affaire éclatait,
Ce ne serait pas un simple scandale familial, mais cela pourrait aussi entraîner une crise de gestion pour l'entreprise. Être même la ruiner. C'était sûrement la raison de l'assurance d'Élodie. Elle savait qu'elle détenait une carte maîtresse, capable de contrôler toute la famille. Elle n'avait pas besoin de donner un fils, ni d'être une gentille belle-fille. Parce qu'elle avait une arme bien plus puissante, sa relation avec l'homme qui tenait les rênes économiques de la famille. Un frisson me parcourut l'échine. Le calcul d'Élodie dépassait de loin mon imagination. Elle avait transformé son mariage en une partie de poker. Dans cette partie, son mari Antoine n'était qu'un pion, et mes enfants et moi étions les sacrifices destinés à couvrir ces sombres manigances. Plus j'y pensais, plus la colère montait en moi. Je ne pouvais pas la laisser continuer à vivre si paisiblement. Je devais faire quelque chose pour lui arracher son masque, pas seulement pour moi, mais aussi pour les autres innocents qu'elle manipulait. Mais comment faire? Je n'avais aucune preuve concrète, tout n'était que supposition. Si je parlais maintenant, personne ne me croirait. Au contraire, on m'accuserait de répandre de fausses rumeurs par jalousie. J'avais besoin d'un plan parfait, d'un coup de maître, qu'Élodie ne pourrait jamais parer. Et je repensais à ce flacon de mon mari. C'était être la clé de tout. Je devais créer une situation où le secret d'Élodie serait révélé de la manière la plus naturelle et la plus irréfutable possible. Je commençais à élaborer un plan minutieux dans ma tête. Je devais être patiente et attendre le bon moment, et ce moment ne semblait pas si loin. Ce soir-là, au dîner, mon beau-père annonça d'un air joyeux. La semaine prochaine, Monsieur Bernard viendra dîner à la maison. Il a récemment conclu un gros contrat et veut partager sa joie avec notre famille. Préparez-vous tous à bien recevoir notre invité. Surtout toi, Élodie, tu nous montreras tes talents en préparant quelques plats spéciaux pour notre invité de marque. Je sentis mon cœur battre la chamade. C'était le moment. Mon heure était venue. Ce dîner ne serait pas une simple célébration, mais la dernière scène de la pièce de théâtre d'Élodie. Et Jean serait la metteur en scène. Je jetai un coup d'œil à Élodie. Elle souriait radieusement, ses yeux brillaient d'une lueur étrange. Elle se réjouissait sans doute de revoir son amant, sans se douter du piège parfait qui l'attendait. Moi aussi, je souris en secret. Dans cette partie d'échecs, c'était à mon tour de jouer le coup décisif. Réussirais-je à piéger Élodie et son amant dans la maison familiale? Comment se déroulerait le dîner fatidique? La semaine s'est écoulée dans une attente tendue. Je restais la seconde belle-fille silencieuse et soumise, m'acquittant fidèlement de mes tâches. Chaque jour, je m'occupais des corvées et des enfants en silence, mais à l'intérieur, une tempête se préparait. Durant toute la semaine, j'ai préparé mon plan dans les moindres détails. J'ai observé attentivement les habitudes de chaque membre de la famille, en particulier celle d'Élodie. J'ai remarqué qu'elle avait l'habitude, chaque après-midi, après avoir bu le fortifiant préparé par mon beau-père, de se reposer dans sa chambre pendant environ 1 heure. C'était l'occasion parfaite pour agir. Enfin, le jour de la venue de M. Bernard est arrivé. C'était un week-end ensoleillé. Toute la famille semblait excitée. Mon beau-père, vêtu d'un costume impeccable, arpentait le salon en pressant tout le monde. Antoine et mon mari aidaient à décorer la maison et à mettre la table. Et Élodie, bien sûr, était la plus resplendissante de la journée. Elle portait une longue robe couleur lit de vin qui moulait sa silhouette. Elle était plus maquillée que d'habitude, ses lèvres rouges et son regard aguicheur étaient ouvertement séducteurs. En la voyant, personne n'aurait pensé qu'elle était une femme qui avait des difficultés à avoir un enfant. Elle ressemblait plutôt à quelqu'un se préparant pour un rendez-vous galant. Comme toujours, j'étais responsable de la cuisine, mais aujourd'hui, je ne me sentais ni triste ni fatigué. Au contraire, je ressentais une étrange excitation. Chaque plat que je préparais, chaque assiette que je dressais faisait partie de mon plan. J'ai délibérément préparé des plats aux saveurs fortes, épicés et stimulants. Et j'ai sorti une bouteille d'eau-de-vie, que mon beau-père affectionnait particulièrement, un alcool réputé pour ses vertus revigorantes. Je savais que M. Bernard aimait boire, et j'étais certaine qu'il ne refuserait pas une offre de mon beau-père. Vers 18 heures, M. Bernard est arrivé, toujours aussi bedonnant, le visage luisant, une montre en or brillante au poignet. En entrant, il a éclaté d'un rire sonore. « Monsieur Dubois et tout le monde, bonsoir. Cela fait un bail. Vous êtes toujours aussi en forme, président. »
Mon beau-père l'a accueilli avec joie. Bernard, entrez donc. J'ai été si heureux d'apprendre que vous aviez décroché ce gros contrat. Monsieur Bernard a serré la main de mon beau-père, mais ses yeux ne quittaient pas Élodie, qui se tenait sagement à côté d'Antoine. N'exagérons rien, président. C'est grâce à votre aide et à celle de l'entreprise. Ah, Élodie, bonsoir. Vous êtes ravissante ce soir. Élodie a rougi, en souriant. Bonsoir, monsieur Bernard, vous exagérez. Le dîner a commencé dans une atmosphère joyeuse et animée. Tout le monde a porté un toast au succès de monsieur Bernard. Mon beau-père n'arrêtait pas de servir son invité, et monsieur Bernard se prêtait volontiers au jeu. Il a vidé plusieurs verres d'affilée. Élodie, assise à côté de lui servait de temps en temps à manger. Leurs regards se croisaient parfois, porteurs d'un message que seuls pouvaient comprendre. Antoine et mon mari, ignorant tout, discutaient joyeusement d'affaires, ne remarquant absolument pas l'étrange courant qui passait juste sous leurs yeux. Assise à un coin de la table, j'observais tout en silence. J'ai délibérément à peine bu, me contentant de tremper mes lèvres. Je devais garder l'esprit clair. Lorsque la fête a atteint son apogée et que tout le monde était bien éméché, j'ai senti que mon heure était venue. Prétextant que ma fille m'appelait, je me suis levé de table. Je suis monté discrètement à l'étage. Mais au lieu d'aller dans ma chambre, je me suis dirigé vers celle d'Élodie et Antoine. La porte n'était pas verrouillée. Je l'ai poussée doucement et suis entré. La chambre était vide. Seule une odeur de parfum et de plantes médicinales flottait dans l'air. Je me suis rapidement approché de la coiffeuse d'Élodie. Là, se trouvait le bol du fortifiant, qu'elle n'avait pas encore fini. J'ai sorti de ma poche un comprimé du médicament de mon mari, l'ai soigneusement réduit en poudre et l'ai versé entièrement dans le bol. Avec une petite cuillère, j'ai remué jusqu'à ce que la poudre soit complètement dissoute. J'ai tout remis en place. J'ai fait tout cela en moins d'une minute, rapidement et sans bruit. Avant de sortir de la chambre, j'ai discrètement caché mon téléphone dans un coin et activé l'enregistrement vidéo. Je voulais immortaliser tout ce qui allait se passer. Ce serait la preuve irréfutable du crime d'Élodie. Je suis retourné à la fête avec un air détaché, comme si de rien n'était. Environ 10 minutes plus tard, Élodie a également prétexté la fatigue pour aller se reposer dans sa chambre. Mon beau-père lui a recommandé d'un ton inquiet. « Oui, va te reposer. Finis ton fortifiant, c'est un excellent remède. » Élodie a souri et répondu. « Oui, père, je sais. » Elle est montée à l'étage, ignorant que ce qui l'attendait n'était pas un doux sommeil, mais un terrible cauchemar. La fête a continué, mais mon esprit n'était plus là. J'attendais le cri fatidique qui allait tout révéler. Tout était parfaitement planifié, mais je n'aurais jamais imaginé qu'un imprévu allait survenir dans mon plan. Un imprévu qui allait rendre la situation bien plus dramatique et effroyable que je ne l'avais imaginé. Que va-t-il se passer dans la chambre d'Élodie? Et quel imprévu va faire dérailler mon plan? Le temps s'écoulait, lourd et lent comme du plomb. En bas, les rires et les toasts continuaient de fuser, mais pour moi, il n'était qu'un bruit de fond au silence terrifiant qui enveloppait l'étage. Assise, le dos raide, je serrais les poings sous la table. Une sueur froide perlait sur mon front, et mon cœur battait si fort que je craignais que mon voisin ne l'entende. 10, puis 20 minutes passèrent, sans le moindre bruit. Ce silence prolongé commença à m'inquiéter. La dose que j'avais mise était-elle trop faible, ou Élodie avait-elle senti quelque chose d'anormal et n'avait pas bu le remède? 1000 questions tourbillonnaient dans ma tête, me coupant le souffle. Alors que je commençais à sombrer dans le désespoir, un événement inattendu se produisit. Mon beau-père, après quelques verres d'eau de vie supplémentaire, se leva brusquement en titubant. « Oula, j'ai un coup de chaud. Cet alcool est trop fort. Je vais aller me reposer un peu. Continuez sans moi, amusez-vous bien. » Monsieur Bernard, déjà bien ivre, le retint précipitamment. « Monsieur Dubois, ne partez pas si vite. Restez encore un peu. » Mais mon beau-père fit un geste de la main. « Non, je ne me sens pas bien. La vieillesse, ce n'est plus ce que c'était. Antoine, Julien, occupez-vous bien de notre invité à ma place. » Sur ces mots, il se dirigea en chancelant vers les escaliers. En le regardant s'éloigner, je sentis un funeste pressentiment m'envahir. Mon beau-père montait aussi à l'étage, là où Élodie était seule. Non, impossible. J'essayais de chasser cette idée folle de mon esprit. Il allait sûrement dans sa chambre.
Mais à cet instant, un petit détail qui contredisait ma pensée attira mon attention. La chambre de mon beau-père était au fond du couloir à gauche et celle d'Élodie et Antoine juste en face à droite. Et j'ai vu distinctement mon beau-père tourner à droite. Je me suis figé. Une vérité terrible, que je n'avais jamais imaginée, semblait se dérouler sous mes yeux. Se pourrait-il que l'amant secret d'Élodie ne soit pas M. Bernard, mais mon propre beau-père? Je ne pouvais pas croire à ma propre pensée. C'était trop répugnant, trop inimaginable. Mon beau-père, qui prêchait toujours la morale et l'honneur de la famille, comment pouvait-il commettre un tel acte incestueux? Et Élodie, sa belle-fille. Comment? J'essayais de me calmer. J'avais du mal voir. Il était ivre et s'était trompé de chambre, mais mon intuition de femme me murmurait que quelque chose de terrible se passait à l'étage. Je ne pouvais plus rester assise. Il fallait que je vérifie. Prétextant aller aux toilettes, je quittai la table précipitamment. Je montai les escaliers à pas de loup. En m'approchant de la chambre d'Élodie et Antoine, j'entendis des bruits étranges. Pas des cris, mais des gémissements, des respirations haletantes et les chuchotements d'un homme et d'une femme. Élodie, tu es la meilleure. Chut, père, et si quelqu'un entendait? Mon Dieu, j'ai cru que mes oreilles allaient exploser, ma tête se mit à tourner. C'étaient bien les voix de mon beau-père et d'Élodie. La vérité était bien plus horrible que je ne l'avais imaginé. Ce n'était pas une simple liaison, ils commettaient cet acte abominable dans cette maison, le jour même de l'anniversaire de la mort de ma belle-mère. La nausée me monta à la gorge. Je mis ma main sur ma bouche pour ne pas vomir. La colère, le dégoût, le mépris, toutes ces émotions se mélangeaient et me rendaient folle. Et c'est à ce moment précis que, comme je l'avais prévu, l'effet de l'aphrodisiaque commença à se manifester. Les gémissements dans la chambre devinrent soudain plus forts, plus pressants. Et finalement, le cri déchirant de mon beau-père brisa le silence de la nuit. Argue, oh, secours! Mon cœur va lâcher. Puis, le cri terrifié d'Élodie éclata. Père, qu'est-ce qui vous arrive? Il y a quelqu'un? Au secours! Toute la maison fut plongée dans le chaos. Les personnes en bas, alertées par les cris, montèrent en courant. Antoine et mon mari furent les premiers à arriver. Lorsqu'ils ouvrirent la porte, une scène horrible s'offrit à leurs yeux. Mon beau-père était effondré sur le sol, se tenant la poitrine, en proie à des convulsions. Son visage était bleu, et de l'écume sortait de sa bouche. Et Élodie, vêtue d'un simple peignoir, était à genoux à côté de lui. Ses cheveux étaient en désordre, son visage d'une pâleur de cire. « Père, qu'est-ce qui vous arrive ?» cria Antoine en se précipitant vers lui. « Vite, appelez le SAMU. » Mon mari, paniqué, sortit son téléphone. Monsieur Bernard et les autres invités montèrent également. Ils restèrent figés sur le seuil, n'en croyant pas leurs yeux, le patriarche, effondré dans la chambre de sa belle-fille dans un état inexplicable. Tous les regards se tournèrent vers Élodie. Des regards de suspicion et de jugement. Elle ne faisait que bafouiller et pleurer. Je ne sais pas. Père est entré soudainement dans ma chambre. Et puis il s'est effondré comme ça. Dans ce chaos, j'étais la seule à garder mon calme. Je me tenais dans un coin, observant tout en silence. Mon téléphone, caché dans un coin, clignotait toujours d'une lumière rouge, enregistrant tout. Tout était enregistré, de manière claire et irréfutable. La pièce de théâtre de mon beau-père et d'Élodie était enfin terminée. Mais je n'aurais jamais imaginé que le rideau tomberait de manière si sanglante et si tragique. L'ambulance est enfin arrivée. Ils ont emporté mon beau-père dans un état critique, et la famille a suivi en hâte, laissant la maison soudainement vide et glaciale. Seuls les invités, ne sachant que faire, sont restés. Monsieur Bernard s'est approché de moi et m'a demandé d'un air inquisiteur. « Camille, que s'est-il passé au juste ?» Je me suis contenté de secouer la tête avec un air innocent. Je ne sais pas non plus. J'ai juste entendu des cris et je suis monté voir. Bien sûr, je savais mieux que quiconque. Mais ce n'était pas le moment de dire la vérité. Je devais attendre. Attendre que la bombe que j'avais posée explose de la manière la plus spectaculaire. Et je savais que ce moment n'était pas loin. Mon beau-père survivra, t-il? Et quelle onde de choc la vidéo que j'ai enregistrée provoquera-t-elle dans la famille? L'hôpital devint la deuxième scène de la tragédie familiale.
Sous la lumière blafarde des néons du couloir des urgences, les visages étaient blêmes de confusion et de peur. Antoine, le fils aîné, faisait les 100 pas, agité, se passant les mains dans les cheveux en marmonnant. Comment est-ce possible? Pourquoi aujourd'hui? Mon mari, Julien, était assis en boule dans un coin, le visage dans les mains. Ses épaules tremblaient légèrement. Et Élodie, elle était recroquevillée sur une chaise d'attente. Le manteau qu'Antoine lui avait jeté sur les épaules à la hâte ne parvenait pas à cacher ses tremblements et sa terreur. Ses yeux balayaient nerveusement les alentours, me jetant parfois un regard mêlé de reproches et de supplications. Je me tenais un peu à l'écart, assise en silence, comme une simple spectatrice. Je ne pleurais pas, ne montrais aucune inquiétude. À leurs yeux, je devais passer pour une épouse sans cœur, une belle-sœur indifférente. Mais j'étais la seule à savoir à quel point mon calme actuel était effrayant. J'attendais mon heure, tel un chasseur attendant que sa proie tombe d'elle-même dans le piège. Après 2 heures d'une attente infernale, un médecin sortit enfin des urgences. Il retira son masque, son visage marqué par la fatigue et la gravité. La famille de M. Dubois? Oui, c'est nous. Antoine se précipita. Docteur, comment va mon père? Le médecin secoua la tête en soupirant. Nous avons fait tout notre possible, mais il a subi un infarctus aigu du myocarde et son état est très critique. Le pire est passé pour le moment, mais il doit rester en soins intensifs sous surveillance constante. La famille doit se préparer au pire. Puis, regardant tour à tour Antoine et Julien, il baissa la voix et demanda. Avant son malaise, le patient athée, il prit une sorte de stimulant. Les analyses de sang ont révélé une forte concentration de sildenafil. C'est un composant couramment utilisé dans les traitements contre la dysfonction érectile. Cette substance, combinée à ses problèmes cardiaques préexistants, semble être la cause directe de l'infarctus. L'air du couloir se figea. Un traitement contre la dysfonction érectile. Antoine, le visage blême, bafouilla. Non, ce n'est pas possible. Mon père n'a jamais touché à ce genre de médicament de toute sa vie. Mon mari leva également la tête, l'air abasourdi. C'est vrai, mon père est très prudent avec ce qu'il mange et les médicaments qu'il prend. Il doit y avoir une erreur. Inconsciemment, tous les regards, y compris celui du médecin, se tournèrent vers Élodie. Elle sursauta et agita les mains, la voix brisée. Non, ce n'est pas moi. Je ne sais rien. Pourquoi me regardez-vous tous comme ça? Mais son air paniqué ne fit qu'amplifier les soupçons. Antoine se retourna brusquement, attrapa sa femme par les épaules et gronda. « Élodie, dis la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre? Pourquoi mon père était-il dans ta chambre, et pourquoi a-t-on retrouvé ce genre de merde dans son sang? Je ne sais pas, commença à sangloter Élodie. J'étais en train de me reposer quand père est entré soudainement, disant qu'il était fatigué et qu'il voulait s'asseoir un moment, et puis il s'est effondré. Je ne sais vraiment rien. Sa piètre excuse ne convainquit personne. Antoine perdait peu à peu son sang-froid. Il secoua violemment sa femme. Menteuse, je ne te crois pas. Tu as fait quelque chose, c'est sûr. Qu'est-ce que tu as fait boire à mon père, hein? Non, je n'ai rien fait, cria Élodie, désespérée. Leur dispute s'envenima, attirant l'attention des gens autour. Une infirmière accourut pour leur demander de se calmer. C'est à ce moment-là que je me levai lentement et m'approchai d'eux. Je regardai Élodie droit dans les yeux. Mon regard était froid et perçant. Et d'une voix basse mais suffisamment claire pour que tout le monde entende, je dis « Élodie, je crois savoir pourquoi on a retrouvé ce médicament dans le sang de père. » Tous trois se tournèrent vers moi, surpris. Élodie me regarda avec des yeux ronds, un mélange de stupeur et de terreur sur le visage. « Toi, qu'est-ce que tu racontes, Camille ?» Je ne lui répondis pas. Je m'adressai à Antoine et Julien. « Antoine, et toi, Julien, je pense qu'il serait bon de retourner à la maison et de vérifier le bol du fortifiant que buvait Élodie 1 heure avant le malaise de père. Si je me souviens bien, elle ne l'avait pas encore terminé. » Ma suggestion fut comme un seau d'eau froide jeté sur leur dispute enflammée. Antoine s'arrêta un instant, puis fronça les sourcils, pensif. Mon mari demanda, perplexe, « Le bol de fortifiant? Quel est le rapport avec tout ça ?» Seule Élodie comprit parfaitement mon intention. Son visage devint blanc comme un linge. Elle bafouilla. « Il n'y a rien dans ce fortifiant. »
C'est juste une décoction de plantes ordinaires. Vraiment? J'esquissais un sourire narquois. Alors pourquoi avez-vous l'air si effrayé? Y aurait-il dans ce bol quelque chose que vous ne voudriez pas que les autres sachent? J'avais réussi à semer la graine du doute dans l'esprit de tous. Désormais, ils ne pourraient plus ignorer cette possibilité. Ma pièce de théâtre entrait dans son acte final. Je n'avais plus grand-chose à faire. Il me suffisait de pousser légèrement un pion pour que tout l'échiquier s'effondre. Je voulais voir jusqu'où Élodie pourrait continuer sa comédie face à une preuve irréfutable. Tout le monde allait-il m'écouter et retourner à la maison pour vérifier le bol? Et si oui, quel terrible secret allait-il découvrir? Ma suggestion, comme une pierre jetée dans un lac tranquille, propagea des ondes de doute. Antoine, en proie à la colère et à la confusion, sembla s'accrocher à mes paroles comme à une bouée de sauvetage. Il lâcha sa femme et se tourna vers moi. « Camille, qu'est-ce que tu veux dire? Tu soupçonnes quelqu'un d'avoir mis quelque chose dans le remède d'Élodie? » Je ne confirmais ni n'infirmais. D'une voix faussement inquiète, je répondis vaguement. « Je n'en sais rien, Antoine. C'est juste que tout cela me semble être une coïncidence trop étrange. » Père s'est effondré dès qu'il est entré dans la chambre d'Élodie, et le médecin dit avoir trouvé un médicament bizarre dans son corps. Je m'inquiète juste que quelqu'un, profitant du désordre avec tous les invités, ait eu de mauvaises intentions. Mes paroles détournèrent habilement la suspicion dans une direction qui m'arrangeait. Je me positionnais non pas comme l'instigatrice du complot, mais comme une belle-sœur perspicace et soucieuse du bien, être de la famille. Mon mari, Julien, hocha la tête en entendant cela. Ma femme a raison. Il y avait beaucoup d'invités inconnus aujourd'hui, on ne sait jamais. Seule Élodie voyait clair dans mon jeu. Elle me foudroya du regard, mais ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait pas s'opposer à ce qu'ils aillent vérifier le bol, sinon elle admettrait sa culpabilité. Elle ne pouvait que se défendre faiblement. C'est impossible. N'imaginez pas n'importe quoi. Mais il était trop tard. Antoine avait pris sa décision. Non, il faut qu'on aille vérifier. On ne peut pas laisser passer ça. Il se tourna vers moi. Camille, reste ici et occupe-toi de père. Julien et moi, on y va tout de suite. Non, cria Élodie en s'agrippant au bras de son mari. Je veux venir avec vous. Je ne peux pas rester ici toute seule. Elle avait peur. Peur que je reste seule avec mon beau-père et que je dise quelque chose qui pourrait lui nuire. Mais son attitude paniquée ne fit qu'attiser les soupçons d'Antoine. Il repoussa sa main et dit froidement, « Tu restes ici. Rien n'est encore sûr. Où veux-tu aller ?» Sur ces mots, lui et mon mari quittèrent précipitamment l'hôpital. Élodie, regardant leur dos s'éloigner, tremblait de tout son corps. Elle se tourna vers moi, les yeux remplis de haine et de désespoir. « Qu'est-ce que tu as fait? Tu essaies de me nuire, c'est ça ?» Je haussai les épaules avec un air innocent. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, Élodie. Je veux juste trouver la vérité pour laver l'honneur de notre famille. » Je savais que j'avais déjà à moitié gagné la partie. Quand Antoine et mon mari rentreraient, ils trouveraient le bol de fortifiant sur la coiffeuse. Et s'ils le faisaient analyser, la vérité éclaterait. Élodie ne pourrait jamais nier la présence de l'aphrodisiaque dans le bol. Et à ce moment-là, toutes ses excuses seraient vaines. Assis seul dans le couloir vide de l'hôpital, face à Élodie, qui tremblait de peur, je me sentis soudain envahi par une profonde fatigue. Je n'étais ni heureuse, ni triomphante. Je me sentais juste vide. Les souvenirs du passé refirent surface. Les jours vécus dans l'humiliation et l'injustice. Je me souvins du jour où, après la naissance de ma deuxième fille, personne de ma belle famille n'était venu me voir à la maternité. Seul mon mari était venu discrètement, m'avait glissé quelques billets et était reparti en hâte. Tes parents sont très en colère. Essaie de comprendre. Allongé sur mon lit d'hôpital, tenant ma fille nouveau-née dans mes bras, je n'avais fait que pleurer. Qu'avais-je fait de mal? Je n'étais qu'une femme, une mère. Pourquoi méritais-je un traitement si cruel? Je me souvins des commémorations annuelles. Comme toujours, j'étais la première levée, celle qui travaillait le plus, mais celle qui devait manger les restes à la table la plus basse. Élodie était toujours assise à la table d'honneur, à côté de mon beau-père, recevant l'attention de tous. Une fois, ma fille aînée m'avait demandé innocemment, « Maman, pourquoi papy et tati Élodie mangent du rôti et nous que des légumes ?» Sa question m'avait transpercé le cœur. Je l'avais juste prise dans mes bras et lui avais menti. « C'est parce que ma chérie préfère les légumes, »
n'est-ce pas? Je me souvins des fois où Élodie m'avait délibérément fait du tort. Elle avait cassé un vase précieux et m'avait accusé. Elle avait perdu une bague en or et m'avait traité de voleuse. À chaque fois, mon mari n'avait pas dit un mot pour me défendre. Il se contentait de dire « Prends sur toi, c'est mieux pour la paix dans la maison ». Son incompétence et son silence me faisaient plus de mal que les machinations d'Élodie. Il m'avait rendu seul, au sein de mon propre mariage. Et je me souvins d'aujourd'hui, le jour de la commémoration de ma belle-mère. Même un jour, comme celui-ci, ils ne m'avaient pas laissé tranquille. Ils continuaient leur pièce de théâtre, faisant de moi la coupable, la spectatrice. Ma patience avait atteint ses limites. Je ne pouvais plus vivre dans ce mensonge et cette injustice. Je devais me battre, pas seulement pour moi, mais aussi pour mes enfants. Je devais leur montrer que leur mère n'était pas une femme faible et soumise, que leur mère était capable de se défendre et de reprendre ce qui lui revenait. Le souvenir de ces 6 années d'humiliation, loin de m'affaiblir, ne faisait que renforcer ma détermination. Les larmes que j'avais ravalées, l'injustice que j'avais enfouie, étaient devenues ma force. Je regardais Élodie, assise en face de moi, toujours aussi pâle. Elle était pitoyable, mais elle avait semé ce qu'elle récoltait. Elle avait détruit sa propre vie et entraîné les autres dans sa chute. Quelque temps après, mon téléphone sonna. C'était mon mari. En décrochant, j'entendis sa voix tremblante. « Camille, tu avais raison. Il y avait vraiment un médicament bizarre dans le bol d'Élodie. » Je pris une profonde inspiration, essayant de ne pas laisser ma voix trembler. « Ah oui, et vous l'avez fait analyser? » ?»« Non, mais j'ai goûté un peu. Ça a un goût très étrange. Ce n'est pas le goût d'une simple décoction. Camille, qui a bien pu faire une chose pareille? Qui veut du mal à notre famille? » Je gardai le silence un instant, puis je dis lentement, « Ne tirons pas de conclusions hâtives. Peut-être que la personne que nous pensions être la victime est en réalité le coupable. » Mes mots semèrent un doute encore plus grand dans son esprit. Je savais qu'à partir de ce moment, sa confiance aveugle en Élodie commençait à vaciller. Et c'était exactement ce que je voulais. La pièce n'était pas encore terminée. Le plus intéressant restait à venir. Quand les résultats des analyses seraient connus, quand la vidéo que j'avais enregistrée serait révélée, c'est là que tout exploserait. Comment mon mari réagira-t-il à mes paroles énigmatiques? Et quelle sera la réaction de toute la famille lorsqu'elle découvrira le terrible secret du fortifiant? L'appel avec mon mari s'est terminé dans un silence pesant. Je savais que mes paroles l'avaient profondément ébranlé. Il ne croyait plus aveuglément en Élodie comme avant. Il commençait à réfléchir, à douter. C'était la première fissure dans la forteresse de mensonges qu'Élodie avait mis tant de soin à construire. Environ 1 heure plus tard, Antoine et mon mari sont revenus à l'hôpital. Leur visage n'exprimait plus la perplexité, mais une colère et une déception extrêmes. Sans un mot, Antoine s'est dirigé droit sur Élodie et l'a giflé violemment. Clac, le bruit sec a retenti dans le couloir silencieux. « Sale garce, comment as-tu osé ?» Antoine serrait les dents, les yeux injectés de sang. Ses poings étaient serrés. Élodie, tombée à terre, tenait sa joue enflée et regardait son mari d'un air hébété. « Mais, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu ne sais toujours pas ce que tu as fait de mal ?» a crié Antoine en sortant son téléphone. L'écran affichait une conversation par SMS. « C'est quoi ça? Explique-moi ce que c'est. » J'ai jeté un coup d'œil. C'étaient des messages intimes échangés entre Élodie et un homme. « Chérie, tu me manques à mourir. Mon mari est encore en déplacement ce soir. Je vais boire le fortifiant que son père m'a offert. Toi, prépare-toi. J'ai même ajouté un petit quelque chose de spécial. Tu n'oublieras jamais cette nuit. » Le visage d'Élodie est passé du blanc au bleu. Elle a bafouillé. « Ce n'est pas à moi. Quelqu'un m'a piégé. »« Piégé ?» a ricané Antoine. « C'est mon téléphone, et c'est toi qui as envoyé ces messages. Tu oses encore nier? Alors, depuis tout ce temps, tu me trompais, tu trompais toute cette famille. Tu faisais semblant d'avoir des difficultés à avoir un enfant tout en prenant la pilule en cachette. Tu jouais la sainte nitouche tout en ayant une liaison dans mon dos. Et aujourd'hui, tu as même utilisé un aphrodisiaque pour t'amuser avec ton amant, dans cette maison, le jour même de la commémoration de ma mère. Tu es pire qu'une bête. » Mon mari, Julien, se tenait à côté, le visage plein de dégoût.
Élodie, je suis tellement déçu. Comment avez-vous pu être cette personne? Vous avez bafoué mon frère, vous avez ridiculisé toute notre famille. Et c'est vous qui avez failli tuer mon père. Il s'est avéré qu'en rentrant, il n'avait pas seulement trouvé le bol au goût étrange, mais aussi un deuxième téléphone qu'Élodie avait caché sous son oreiller. Le téléphone n'avait pas de code de verrouillage, et il contenait tous les secrets sordides d'Élodie. Mon plan avait réussi au-delà de mes espérances. Je n'avais même pas eu besoin de montrer ma vidéo. La vérité s'était révélée d'elle-même, de la manière la plus parfaite qui soit. Élodie n'avait plus rien à dire pour sa défense. Elle s'est effondrée sur le sol, pleurant à chaudes larmes. J'ai eu tort, mon amour, je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi pour cette fois. Je ne le referai plus jamais. Te pardonner? Antoine a regardé sa femme avec des yeux de glace. Tu crois que je peux te pardonner? Tu as tout gâché. Mon honneur, ma famille, et mon amour, c'est fini entre nous. Il s'est tourné vers mon mari et a dit fermement, « Julien, appelle un avocat. Je divorce de cette femme, et je vais lui faire payer pour tout ce qu'elle a fait. » Leur confrontation a attiré l'attention de tout le monde à l'hôpital. Tous les regardaient avec un mélange de curiosité et de mépris. La famille Dubois, qui se vantait toujours de ses bonnes manières et de ses traditions, exposait maintenant au grand jour ses secrets les plus sordides. Je me tenais dans un coin, observant tout en silence. J'ai vu Élodie pleurer et implorer le pardon, Antoine en proie à une douleur intense, et mon mari, ne sachant que faire. Je n'étais ni heureuse, ni triomphante. Je me sentais juste étrangement vide. Ma vengeance avait réussi, mais le prix à payer était énorme. Une famille était brisée, un homme était aux urgences, et des enfants innocents allaient être blessés. Mais, j'ai repensé. Si je n'avais pas fait cela, j'aurais continué à vivre dans l'injustice, et mes enfants auraient grandi en étant méprisés. Et Élodie aurait continué à tromper tout le monde, commettant peu, être des crimes encore plus terribles. C'était peu, être une fin douloureuse, mais c'était une fin nécessaire, comme une opération chirurgicale qui, bien que douloureuse, permet d'enlever une tumeur maligne qui détruit tout le corps. C'est à ce moment-là que le médecin de tout à l'heure est revenu. Il nous a regardés et a dit en secouant la tête, « Le patient a repris connaissance. Mais j'ai quelque chose à vous dire. Après examen des analyses et des SMS que vous nous avez fournis, nous pensons que ce n'est peut-être pas un simple infarctus. Il y a des indices de coups et blessures volontaires, voire de tentatives d'homicide. Nous avons signalé l'affaire à la police, et des agents viendront bientôt prendre vos dépositions. » Les paroles du médecin ont été comme une deuxième bombe pour notre famille. La police? Élodie a levé la tête, le visage exsangue. Elle n'aurait jamais imaginé que ses actions ne se termineraient pas par un simple divorce, mais qu'elle l'amènerait devant la justice. Mon jeu touchait à sa fin, mais je n'avais pas prévu que la conclusion serait entre les mains de la loi et non les miennes. Et je pressentais que la punition qui attendait Élodie serait bien plus lourde que je ne l'avais imaginé. Quel verdict? Élodie recevra-t-elle? Et comment la vie de la famille Dubois changera-t-elle après ce cataclysme? L'arrivée de la police a porté la tragédie familiale à son paroxysme. Lorsque deux agents en uniforme sont entrés, l'atmosphère déjà tendue du couloir de l'hôpital est devenue encore plus pesante. Ils ont emmené tous les protagonistes, y compris Antoine, mon mari, Élodie et moi-même, dans des pièces séparées pour recueillir nos dépositions. Sous la lumière crue de la salle d'interrogatoire, tous les mensonges ont été mis à nu. Face aux questions pointues de la police et aux preuves accablantes, Élodie a finalement baissé la tête et a tout avoué. Son amant n'était autre que le partenaire commercial de la famille, M. Bernard. Leur liaison durait depuis près de 2 ans. M. Bernard lui avait promis une vie riche et opulente, et même de divorcer pour l'épouser. C'est pourquoi elle prenait secrètement la pilule pour ne pas avoir d'enfants de la famille Dubois, tout en détournant leur argent par tous les moyens. Concernant les événements de la nuit, elle a avoué avoir mis un aphrodisiaque dans le fortifiant pour pimenter sa soirée avec son amant, après avoir échangé des SMS avec lui. Mais, de manière inattendue, son beau-père était entré dans la chambre et, prise de panique, elle lui avait fait boire le remède par erreur. Elle a maintenu qu'elle n'avait aucune intention de nuire à son beau-père et que tout était un accident. Cependant, il y avait une faille majeure dans son témoignage. Mon beau-père, ayant repris connaissance, a révélé à la police une vérité encore plus choquante. Il ne s'était pas trompé de chambre,
Il était au courant de la relation inappropriée entre sa belle-fille et M. Bernard depuis longtemps. Il avait averti Élodie à plusieurs reprises, mais au lieu de se repentir, elle l'avait menacé. S'il révélait la vérité, elle rendrait tout public, ternissant ainsi l'honneur de la famille Dubois, et ferait en sorte que M. Bernard retire tous ses investissements, menant l'entreprise à la faillite. Ce soir-là, après avoir remarqué le comportement étrange de sa belle-fille et l'avoir surprise en train de téléphoner à son amant, il avait décidé de faire toute la lumière sur cette affaire. Il était entré dans sa chambre pour avoir une explication, mais contre toute attente, elle lui avait tendu le bol de fortifiant en disant « Père, buvez ceci pour reprendre des forces, nous parlerons après. » Sans se méfier, il avait bu le remède d'un trait, et la tragédie s'était produite. Le témoignage de mon beau-père a complètement renversé la situation. Élodie n'était plus la victime d'un accident malheureux, mais l'instigatrice d'un plan prémédité. Ces actes ne relevaient plus de la négligence, mais de coups et blessures volontaires, voire de tentatives d'homicide, dans le but de le faire taire. Face aux témoignages de mon beau-père et aux preuves évidentes, Élodie s'est complètement effondrée. Elle a pleuré et imploré le pardon, mais il était trop tard. La police a décidé de poursuivre l'affaire et de placer Élodie en détention provisoire pour complément d'enquête. Le jour où Élodie a été emmenée, menottes au poignet, par la police, la famille était anéantie. Antoine, qui avait tant aimé sa femme, la regardait maintenant s'éloigner d'un air vide. Il avait tout perdu, son amour, sa confiance et son honneur. Mon mari, Julien, n'osait pas me regarder en face. Il savait que si ce n'était pour son silence et sa lâcheté, tout cela ne serait être jamais arrivé. Et moi, je me tenais dans un coin, observant tout en silence. Je n'étais ni triomphante, ni heureuse, je ressentais juste une profonde fatigue et un sentiment de vide. Ma vengeance était allée bien plus loin que je ne l'avais prévu, et avait eu des conséquences que je n'aurais jamais pu anticiper. Après l'incarcération d'Élodie, la maison familiale a été plongée dans une atmosphère de deuil. Mon beau-père avait survécu, mais sa santé était ruinée. Il était alité, incapable de bouger, et dépendant des autres pour tous les gestes de la vie quotidienne. L'entreprise familiale était également en crise. Monsieur Bernard, en apprenant l'affaire, a immédiatement retiré tous ses investissements et l'entreprise s'est retrouvée au bord de la faillite. Antoine, trop choqué, est tombé en dépression. Il a perdu toute motivation pour le travail et passait ses journées enfermé dans sa chambre à boire. Tout le poids de la famille reposait maintenant sur les épaules de mon mari. Julien, il devait s'occuper seul de son père, redresser l'entreprise en déclin et affronter les jugements du monde extérieur. Il avait maigri et avait vieilli de 10 ans en un clin d'œil. Chaque fois qu'il me voyait, il n'osait pas me regarder en face, et ses yeux étaient toujours remplis de regrets et de remords. Un soir, il est venu me trouver. Sans un mot, il s'est agenouillé devant moi. « Camille, je suis désolé. » Sa voix était étranglée. « Tout est de ma faute. Si je n'avais pas été si lâche, si je t'avais protégé, on n'en serait être pas arrivé là. Peux-tu me pardonner ?» Je regardais l'homme agenouillé à mes pieds. L'homme que j'avais autrefois aimé de tout mon être. Je pensais que je ne pourrais jamais lui pardonner, mais en voyant son état misérable, je ressentis plus de pitié que de haine. Je le fis se relever et secouer la tête. « Lève-toi. C'est du passé maintenant. Quoi qu'on dise, ça ne changera rien. Je ne t'en veux pas, je ne te hais pas. Je veux juste que tu ailles bien et que tu t'occupes bien de ta famille. » Je savais qu'il n'y avait plus rien à sauver entre nous. Mon amour pour lui était mort, en même temps que les années d'humiliation que j'avais endurées. « Je veux divorcer, » ai-je ajouté. Non par haine, mais pour nous libérer tous les deux. Nos vies prenaient désormais des chemins différents, mais les fantômes du passé les hantraient probablement pour toujours. Trouverais-je enfin la paix au bout de tout cela? Et comment ma nouvelle vie, avec mes enfants, se déroulera-t-elle? Ma demande de divorce n'a pas surpris Julien. Au fond de lui, il savait sans doute que c'était une fin inéluctable. Il n'a pas tenté de me retenir ni de s'y opposer. Il a juste hoché la tête en silence, les yeux vides et remplis d'une profonde tristesse. « Je respecte ta décision. Toi et les enfants, vous méritez une vie meilleure. » Notre procédure de divorce s'est déroulée rapidement et discrètement. Pas de dispute, pas de querelle sur le partage des biens. Il a accepté que j'aie la garde exclusive de nos 2 filles. Quant aux biens, je n'ai rien demandé à la famille Dubois.
Je voulais juste prendre mes 2 enfants et commencer une nouvelle vie. Je ne voulais plus avoir aucun lien avec cette famille qui m'avait causé tant de souffrance. Le jour où j'ai fait mes valises et quitté cette maison, une averse est tombée. La pluie battait le sol avec force, comme pour laver tous les tristes souvenirs de ces 6 dernières années. Antoine, toujours enfermé dans sa chambre, n'est pas venu me dire au revoir. Mon beau-père, allongé sur son lit, était tourné vers le mur et n'a pas dit un mot. Seul Julien se tenait sur le seuil, nous regardant, mes 2 filles et moi, partir avec nos valises. « Maman, on va où ?» m'a demandé ma fille aînée en s'agrippant à ma jupe. Je me suis penché, l'ai prise dans mes bras et ai forcé un sourire. « On va dans notre nouvelle maison, ma chérie. Une maison juste pour nous 3. D'accord? Et papa? Il ne vient pas avec nous ?» Je ne savais pas quoi lui répondre. Je l'ai juste serré plus fort contre moi. « Papa est très occupé. Il viendra te voir quand il aura le temps. » J'ai pris mes 2 enfants par la main et j'ai franchi le portail sans jamais me retourner. Derrière moi, il y avait une famille brisée et des gens qui payaient pour leurs péchés. Devant moi, il y avait un avenir incertain et inconnu, mais je n'avais pas peur. Tant que j'avais mes 2 filles à mes côtés, je sentais que je pouvais tout surmonter. J'ai trouvé un petit appartement dans un quartier animé de la ville. Il n'était pas grand, mais il était confortable et propre. C'était le véritable foyer de notre nouvelle petite famille. J'ai commencé à chercher un nouvel emploi. Heureusement, grâce à mon diplôme universitaire et à mon expérience, j'ai rapidement trouvé un poste de comptable dans une entreprise étrangère. Le salaire n'était pas très élevé, mais il était suffisant pour que nous vivions confortablement toutes les 3. Ma nouvelle vie n'était pas facile. Je devais jongler entre le travail et l'éducation de mes enfants. Parfois, j'étais épuisé, mais chaque fois que je voyais le sourire de mes filles, toute ma fatigue disparaissait. Elles étaient ma plus grande motivation. Les enfants, de leur côté, étaient devenus très matures et prenaient grand soin de leur mère. Elles faisaient leurs devoirs seules, aidaient aux tâches ménagères et ne faisaient jamais de caprices. Peu à peu, notre vie a trouvé son équilibre. Je me suis fait de nouveaux amis, j'ai noué de nouvelles relations. Je me suis inscrite à des cours de yoga pour trouver la paix intérieure et à un club de lecture pour enrichir mes connaissances. J'ai réalisé à quel point le monde extérieur était vaste et combien de bonnes choses m'attendaient. Je n'étais plus la belle-fille de la famille Dubois, ni la femme de Julien. J'étais Camille, une femme indépendante, forte et libre. Parfois, Julien appelait pour prendre des nouvelles des enfants. Il versait la pension alimentaire tous les mois sans faute. Il m'a dit que l'entreprise familiale avait finalement fait faillite. Antoine, n'arrivant pas à sortir de son alcoolisme, et la santé de leur père se dégradant de jour en jour, ils avaient dû vendre la grande maison pour payer les dettes et les frais d'hôpital de leur père. Maintenant, lui et Antoine vivaient dans un petit appartement en location. Il m'a dit qu'il regrettait beaucoup, que s'il pouvait remonter le temps, il recommencerait tout depuis le début. Je l'ai écouté en silence. Je n'avais plus mal au cœur, je n'étais plus triomphante. Je me sentais juste étrangement sereine. Le passé était derrière moi. Maintenant, je voulais vivre pour le présent et l'avenir. Un samedi après-midi, alors que je me promenais dans un parc avec mes 2 filles, j'ai rencontré par hasard une vieille connaissance. C'était Luc, un camarade d'université qui avait eu le béguin pour moi pendant longtemps. Il était toujours aussi doux et chaleureux. Il nous a offert une glace et nous avons eu une conversation agréable. Il n'était pas encore marié, il revenait d'études à l'étranger et travaillait depuis peu. Il m'a dit qu'il s'était toujours souvenu de moi. Je lui ai juste souri. Je savais que la vie m'ouvrait une nouvelle porte. Je ne savais pas ce qu'il y avait derrière, mais j'étais prête à avancer. J'avais traversé la plus grande tempête de ma vie. Maintenant, je méritais de profiter des jours ensoleillés. La vie n'est pas toujours un conte de fées, mais après chaque pluie, le ciel s'éclaircit. Et je crois que le bonheur m'attend au bout du chemin. Ouvrirai-je mon cœur à un nouvel amour? Et le vrai bonheur sourira-t-il enfin à mes enfants et à moi? Cette rencontre fortuite avec Luc dans le parc a été un tournant dans ma vie. Au début, je le considérais simplement comme un vieil ami que je n'avais pas vu depuis longtemps. Nous nous envoyions des messages de temps en temps pour prendre des nouvelles, parler de notre travail et de nos vies. Mais au fil du temps, j'ai réalisé que son attention sincère et chaleureuse s'infiltrait peu à peu dans mon cœur refroidi. Luc était différent de Julien.
Il n'avait ni une apparence tape à l'œil, ni un discours flamboyant, mais il avait un cœur sincère et des épaules solides. Il était toujours là pour m'écouter, partageant mes peines et mes joies. Il jouait avec mes enfants, les aidait à faire leurs devoirs, les emmenait au parc. Il faisait tout cela naturellement, sans calcul, comme s'il avait toujours fait partie de notre famille. Mes 2 filles l'adoraient. Elles l'appelaient tonton Luc et lui racontaient toujours leur journée d'école. En voyant mes enfants rire aux éclats à ses côtés, mon cœur se réchauffait. Pour la première fois depuis très longtemps, je ressentais le sentiment d'une famille complète. Cependant, j'hésitais encore. La blessure de mon mariage brisé n'était pas complètement guérie. J'avais peur d'être à nouveau blessé, peur de ne pas pouvoir lui apporter le bonheur, moi qui avais déjà 2 enfants. J'ai essayé de garder mes distances, de nier mes propres sentiments. Un soir, après être allé au cinéma avec les enfants, Luc m'a retenu. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit d'une voix sincère, « Camille, je sais que tu as beaucoup souffert, je sais que tu as encore peur, mais je veux que tu saches une chose. Je t'aime, pas par pitié, mais parce que tu es une femme forte et admirable. J'aime aussi tes 2 filles, et je veux les élever avec toi. Donne-moi une chance, Camille. Laisse-moi être le pilier de notre nouvelle famille. » Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Ces paroles étaient comme une douce pluie qui apaisait mon âme desséchée. Pour la première fois depuis des années, je me sentais aimé et respecté. Au milieu de mes larmes de joie, j'ai hoché la tête. Notre mariage a eu lieu peu de temps après. Ce n'était pas une cérémonie grandiose, mais une petite fête chaleureuse avec nos amis les plus proches. Mes 2 filles, vêtues de robes de princesse, étaient mes demoiselles d'honneur. En les voyant courir et rire joyeusement, j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Après notre mariage, nous avons déménagé dans une plus grande maison avec un joli petit jardin. Notre vie s'écoulait paisiblement et heureusement. Luc était un mari merveilleux et un père formidable. Il nous aimait sincèrement, mes filles et moi. Il ne m'a jamais fait sentir mal à l'aise et a toujours été un bouclier qui me protégeait de toutes les tempêtes de la vie. Un jour, j'ai appris qu'Élodie avait été libérée sur parole pour bonne conduite. Elle avait payé sa dette après 4 ans de prison. On m'a dit qu'à sa sortie, elle n'avait pas osé rentrer chez elle et était partie très loin pour commencer une nouvelle vie. Personne ne savait où elle était ni ce qu'elle faisait. Antoine, après avoir traversé une période de désespoir, avait finalement réussi à se relever. Il avait soigné son alcoolisme et trouvé un nouvel emploi. Il vivait toujours seul et appelait parfois pour prendre des nouvelles de mes filles, ses nièces. Il disait qu'il était désolé de ne pas avoir été un bon oncle. L'ancienne belle famille était complètement ruinée. Mon beau-père était décédé après une longue maladie, et j'ai appris que Julien, après la faillite de l'entreprise, faisait des travaux manuels pour survivre. Il vivait seul, et dans le dénuement. On m'a dit qu'il ne m'avait pas oublié, et qu'il vivait toujours dans le remords de ses erreurs passées. En entendant ces nouvelles, je n'ai ressenti aucune vague dans mon cœur. Toute la haine et le ressentiment en moi avaient disparu avec le temps. Maintenant, je n'avais plus qu'un seul souhait, vivre en paix et heureuse avec ma petite famille. Un après-midi d'automne, alors que j'étais assise dans le jardin avec Luc, buvant du thé et regardant mes 2 filles jouer joyeusement, le soleil couchant dessinait des traînées dorées sur la pelouse verte. Une douce brise apportait le parfum subtil des fleurs. J'ai posé ma tête sur l'épaule de Luc et j'ai ressenti une paix étrange. J'avais traversé un long chemin semé d'épines et de larmes, mais j'avais enfin trouvé le havre de paix de ma vie. Je savais que désormais, je ne serais plus jamais seul. Mon histoire s'arrête ici. C'est une fin heureuse pour une femme qui s'est courageusement battue pour son propre bonheur. La vie paisible avec Luc et les enfants m'a presque fait oublier mon passé douloureux. Je me suis concentré sur mon travail et la construction de ma nouvelle famille. Chaque jour passé de manière significative, j'ai appris à m'aimer davantage et à apprécier les petites joies de la vie. Je n'étais plus la Camille du passé, la femme qui vivait dans la peur et la soumission. J'étais devenue une meilleure version de moi-même, confiante, indépendante et heureuse. Mais la vie réserve parfois des tournants inattendus. Un jour de fin d'année, alors que j'étais occupé à préparer un voyage en famille, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. À l'autre bout du fil, une voix faible et familière. « Camille, c'est moi, Julien. » Je me suis figé. La main tenant le téléphone se mit à trembler. Nous n'avions pas eu de contact depuis près de 3 ans. Pourquoi m'appelait-il maintenant? Qui a été?
Ai-je essayé de garder une voix aussi calme que possible. Camille, je crois que je vais mourir. La voix de Julien était entrecoupée d'une toux sèche. J'ai un cancer en phase terminale. Le médecin m'a dit qu'il ne me restait que quelques mois. Je suis resté figé sur place. La nouvelle était si soudaine que je ne savais pas comment réagir. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Comment est-ce possible? C'est la vérité, Camille. Julien s'est mis à pleurer. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Je n'appelle pas pour te demander pardon. Je veux juste voir les enfants une dernière fois. Elles me manquent tellement. Je ne savais pas quoi dire. Mon cœur était un mélange complexe. Il n'y avait pas de haine, mais une pitié et une tristesse indescriptibles. Après tout, il avait été mon mari, le père de mes enfants. Je ne pouvais pas refuser la dernière volonté d'un mourant. « Où es-tu » ai-je demandé. Après avoir obtenu l'adresse, j'ai emmené mes 2 filles voir Julien. Il était dans une petite chambre de location miteuse. À l'intérieur, il n'y avait qu'un vieux lit, un petit bureau et quelques vêtements suspendus à une corde. L'homme allongé sur le lit était maigre et pâle. La maladie l'avait terriblement ravagé. Ce n'était plus l'homme droit et en bonne santé d'autrefois, mais une ombre faible, attendant la mort. En nous voyant, Julien a essayé de se redresser avec difficulté. Ses yeux ont brillé d'une faible lueur de joie. « Camille, mes filles, vous êtes là. » Mes 2 filles, d'abord un peu mal à l'aise, n'ont pas pu retenir leurs larmes en voyant l'état misérable de leur père. Elles ont couru vers le lit et l'ont serré fort. « Papa, pourquoi tu es comme ça ?» Julien a pris ses filles dans ses bras et des larmes ont coulé de ses yeux creusés. « Ça va, mes chéries. Je suis juste un peu fatigué. Papa vous a tellement manqué. » Je me tenais dans un coin, observant en silence ces retrouvailles émouvantes. Je ne pleurais pas, mais mon cœur était déchiré. Le destin était vraiment cruel. Il punissait les coupables de différentes manières. Élodie avait dû aller en prison. Antoine devait vivre dans la solitude. Et Julien devait faire face à la mort dans le remords et le regret. Après ce jour, j'ai souvent emmené les enfants voir Julien. Je lui préparais ses plats préférés et prenais soin de lui dans ses derniers jours. Je faisais tout cela non pas par amour restant, mais par un dernier geste d'humanité. Luc a soutenu ma décision. Il m'a dit que tout le monde pouvait faire des erreurs et que l'important était de nous traiter les uns les autres avec humanité. Le jour où Julien est décédé, il pleuvait encore, une bruine suffisante pour rendre l'air encore plus sombre. Ses funérailles ont été très modestes, seuls quelques parents sont venus. Antoine était là, il avait l'air encore plus vieux et hagard. Il se tenait dans un coin sans un mot, regardant son frère partir pour son dernier voyage. Après les funérailles, Antoine est venu me voir. Il m'a tendu un livret de banque. C'est l'argent que Julien a économisé toute sa vie. Il voulait le laisser aux enfants. Accepte-le, Camille. Considère ça comme sa dernière rédemption. J'ai refusé. J'ai dit que je pouvais subvenir aux besoins de mes enfants. Mais Antoine a insisté. Prends-le, c'est la dernière volonté de mon frère. Ne le laisse pas partir sans pouvoir fermer les yeux en paix. J'ai finalement accepté le livret. Je le garderai précieusement et le donnerai aux enfants quand elles seraient plus grandes. Je leur parlerai de leur père, de ses erreurs et de ses regrets. Je voulais qu'elles comprennent que la vie n'est pas toujours rose et que personne n'est parfait. L'important est de savoir vivre avec compassion. Ma vie, après tant de tempêtes, a enfin trouvé une véritable paix. Une paix qui ne vient pas de la vengeance, mais du pardon et de la tolérance. Des années ont encore passé. Quand mes filles ont toutes grandi et ont fondé leur propre famille, Luc et moi vivions toujours heureux dans notre petite maison avec son joli jardin. Nous avions traversé ensemble les hauts et les bas de la vie, partagé toutes les peines et les joies. Notre amour n'était plus aussi passionné qu'au début, mais il était devenu profond et solide, comme un vieil arbre aux racines profondes. Un après-midi, alors que je prenais le thé dans le jardin, j'ai reçu une lettre sans expéditeur. Curieuse, je l'ai ouverte. L'écriture à l'intérieur était maladroite et tremblante, mais j'ai reconnu que c'était celle d'Élodie. À Camille, au moment où tu liras ces lignes, je ne serai probablement plus de ce monde. Je sais que je n'ai ni le droit de t'écrire, ni de te demander pardon. J'ai commis trop de péchés, et j'ai blessé trop de gens. J'ai payé ma dette par des années de prison, et le reste de ma vie dans le remords et la solitude. Après ma sortie, je n'ai pas osé revenir. Je suis parti me cacher dans une campagne reculée. J'ai survécu au jour,
le jour en faisant n'importe quel travail, de la plonge à l'aide ménagère. Cette vie difficile m'a beaucoup appris. J'ai réalisé que l'argent, l'honneur, tout cela n'était que vanité. La chose la plus précieuse en ce monde, ce sont les liens humains, l'amour et le pardon. J'ai entendu la nouvelle pour Julien et pour votre père. Mon cœur a été brisé, mais je sais que c'est le karma que toute notre famille devait porter. Et j'ai aussi entendu que tu avais pris soin de Julien jusqu'à la fin et que tu avais organisé ses funérailles. Merci, Camille. Merci de m'avoir montré ce qu'est la générosité et la chaleur humaine. Je n'ose pas te demander de me pardonner. Je veux juste, par cette lettre, te présenter mes excuses tardives. Pour tout, je suis désolé. Et je veux te souhaiter tout le bonheur du monde. Je sais que tu vis très heureuse. Continue à bien vivre, Camille, tu mérites d'être heureuse. Adieu, Élodie. Quand j'ai fini de lire la lettre, des larmes coulaient sur mes joues. Ce n'était pas de la pitié, mais de l'émotion. Finalement, Élodie avait aussi réalisé ses fautes. Finalement, elle avait aussi trouvé la paix de l'âme. Je crois que quelque part, elle aura une nouvelle vie, meilleure. J'ai plié la lettre et l'ai précieusement gardée dans une boîte en bois. Je la conserverai comme une leçon pour moi-même et pour mes futurs enfants. La haine n'engendre que la souffrance. Seul l'amour et le pardon peuvent guérir toutes les blessures. Ma vie a été un long voyage. Il y a eu des jours ensoleillés, des jours de pluie et des jours de tempête. Mais après avoir tout traversé, j'ai appris à affronter toutes les difficultés avec le sourire. J'ai appris à aimer et à être aimé. J'ai découvert que le vrai bonheur de ma vie n'était pas loin, mais ici même, dans cette petite maison, aux côtés des gens que j'aime. Et je sais que c'est la fin, la plus parfaite. Encore quelques années ont passé. Je suis maintenant une grand-mère aux cheveux blancs, et la tête de Luc a aussi blanchi. Nous ne sommes plus aussi en forme qu'avant, mais notre amour l'un pour l'autre est intact. Nous nous appuyons l'un sur l'autre, prenant soin l'un de l'autre dans les derniers jours de notre vie. Mes filles ont toutes réussi. L'aînée est devenue une excellente médecin, et la cadette une enseignante dévouée. Elles ont toutes fondé leur propre famille et vivent heureuses. Le week-end, elles viennent nous voir avec leurs enfants, et notre petite maison se remplit à nouveau de rire. Un après-midi, alors que je prenais le soleil dans le jardin, ma petite fille de 10 ans m'a demandé « Grand-mère, quel genre de femme devrais-je devenir quand je serai grande ?» J'ai souri, lui ai caressé la tête et lui ai dit « Ma chérie, deviens une femme forte, indépendante et au cœur chaleureux. Apprends à t'aimer toi-même et ne laisse personne bafouer ton honneur. Pardonne les erreurs des autres, mais n'oublie jamais les leçons que la vie t'a apprises. Et le plus important, c'est de vivre une vie où tu es heureuse et que tu ne regretteras jamais. » L'enfant a hoché la tête avec des yeux clairs et déterminés. En la regardant, j'ai cru qu'elle y arriverait. Mon histoire être une histoire ordinaire, comme tant d'autres. Mais j'espère qu'à travers mon histoire, vous pourrez trouver un peu de force et de foi. Peu importe à quel point la vie est dure, si nous n'abandonnons pas, si nous ne nous soumettons pas, nous trouverons certainement la lumière au bout du chemin. Et maintenant, presque au bout de ma vie, je peux le dire avec confiance, j'ai vécu une vie sans regret.